Salut Hugo. Salut. On se retrouve pour cette fin de chantier, donc sur ce petit moulin. On a fait un petit peu de boulot quand même, enfin surtout vous d'ailleurs. Donc tu vas nous expliquer un petit peu la nature du travail, les étapes, tout ça. Je te laisse y aller. Et ben, alors, on va commencer par quoi? Et ben, alors, pour commencer une ouverture comme ça, on calcule la hauteur de l'ouverture déjà. Ouais. Là, on est parti sur une voûte. Du coup, faut prévoir là où on a percé. Faut prévoir la hauteur de ta voûte. Ouais. Plus tes docas, c'est des poutres en bois, des IPN en bois. Ouais. Donc là, on a, mettons, 35 de pierre plus 20. Plus, il faut que le palan il puisse choper les pierres. Tu avais fait une vidéo, non? Ouais. Les monter. Ouais, je pourrais peut-être mettre ça, ouais. Du coup, là, on commence, on fait un trou à peu près à l'axe. On fait traverser le doka. On a étayé le solivage aussi. Ouais. Oui, tout le solivage, le plancher, tout ça, tout est bien calé. Ouais. Après, on met des madriers sur le solivage. Ouais. Pour pas appuyer direct sur le plancher. Ouais. Là, on fait un trou, on passe à travers, on cale un IPN en bois. Un doka, ce que tu appelles un doka. C'est la marque doka, c'est poutre de coffrage. Ok. Poutre, Après, on reperce 20 cm plus loin, on essaye de se mettre sous des gros cailloux. Ouais. On cale avec des coins, et petit à petit, on ouvre comme ça, sur toute la largeur. Ok. Après, on descend notre trou, on fait tout notre trou. Ouais. Faut prévoir, faut pas ouvrir trop gros. Là, on est parti sur 1,80 parce que là, tu as les jambages qui arrivent là. Et en général, un jambage, ça fait maxi 50-60, quoi. Ouais. Du coup, tu prévois de ne pas te faire baiser vers les autres jambages. Là-bas, pareil. Là, il y avait une grosse pierre. Ici, du coup, on s'arrêtait à peu près à la... Ouais. En fait, ce qui était hyper impressionnant, c'était la taille du trou. La taille du trou pour la taille de l'ouverture. Voilà, et parce encore, que... elle est grande, mais on aurait fait une porte, c'est pareil. Une porte d'1 mètre, il faut faire un trou de 2 mètres de large. Ouais. Et pour 2,15, il faut faire de 15 plus 30, plus 20, doka, palan. Ouais. Plus si tu veux faire un arc de décharge, il faut la prévoir. Du coup, ça fait des trous énormes. Ouais, ça fait des gros trous à la fin, d'accord. Et c'est en plus, c'est ce qu'on disait un peu, c'est que c'est tendu finalement sur des murs comme ça, parce que c'est monté à la terre. Ouais. Là, c'était à la chaux, donc il y avait de la chaux. Ça se tenait à peu près. Ça se tenait un peu mieux. Pareil, quand on attaque un mur, bien regarder s'il est bâti à la chaux ou à la terre. Ouais. En général, quand ils font 50 dp, ils sont bâtis à la chaux. Quand les maisons ont moins de 100 ans, après-guerre, ils sont bâtis à la chaux. Ouais. Quand les murs font plus de 60 dp, c'est que c'est bâti à la terre. Ouais. Okay. Du coup, là, c'est un peu plus dangereux. Il faut vraiment bien caler. Donc là, tu as un étayage qui est encore plus conséquent. Ouais, parce qu'à la chaux, tu peux te permettre d'en mettre tous les 40, 50, ça dépend comment ça tient. Ouais, okay. Si tu arrives à choper des boutisses, des pierres traversantes et que tu arrives à te coller dessous, c'est le top. Il n'y en a pas tout le temps. Et pareil, tes dokas, quand ils sont droits comme ça, là, tu les relis avec des bouts de litho ou de planche pour pas qu'ils tournent. Okay. Et plus c'est à la terre, plus c'est compliqué de les faire tenir. Et pareil, quand tu mets ton doka, fous des coins sous tes pierres pour qu'elles soient bien stables et qu'il n'ait pas envie de tourner. C'est le plus délicat finalement du travail, c'est de se mettre en sécurité. De sécuriser le truc. Une fois que tu as mis toutes tes poutres là-haut, tu as eu le trou. Après, une fois que oui. Après, faut pas faire trop le bourrin, quoi. Ouais. Parce que, oui. Il fallait quand même faire attention parce qu'il y a un crépi ciment derrière, ce qui fait que c'était pénible de les enlever. Parce qu'il faut taper, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Un bourrin en délicatesse. Ouais, c'est ça, exactement. Et pareil, un truc à prévoir, c'est que quand tu étayes tes étais, là, faut pas les coller au mur. Ouais. Parce qu'avec tes pierres, là, déjà, on s'était mis. En général, je me mets au milieu de l'échafaudage, entre les deux plateaux. Ouais. Les étais qui tiennent les dokas. Ouais. Et faut pouvoir passer tes pierres entre les deux, quoi. Ouais, c'était ça aussi qui était pénible, c'est que tous les taillages, l'échafaudage et tout, parce que là c'était une armée d'été, quoi. Ouais. Faut bien se positionner parce que c'est pas une fois que tout est. Une fois que si tu ouvres trop bas, le problème c'est que tu es coincé, quoi. Bien sûr. Tu peux pas réouvrir au-dessus, là. Faut mieux avoir tendance à ouvrir un peu trop haut que trop bas parce que là t'es baisé. Une fois que tu as tout calé, tu peux pas réouvrir au-dessus. Ok. C'est très compliqué. Donc après, est-ce que tu peux nous parler du coup tout ce qui est taille de la pierre, voûte, etc. Et du coup là on avait récupéré les deux pierres des bords. Au milieu c'était un linteau droit que j'ai retaillé en courbe. Et tous les jambages c'est des pierres qu'il y avait là dans le talus qu'on a taillé à la main. Donc on a fait une vidéo dans laquelle on te voit. Il se te passe à la main, il se te passe
tronçonneuse, enfin découpeuse à béton. Ouais, thermique, ouais. Thermique et boucharde sur le perfo. Ok. Donc une par une là, tu les as taillées. Donc prendre des pierres sans veine. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Prendre des pierres assez grosses pour l'esthétique, pareil, ouais. C'est une dans ce sens et elle est plus fine. Là, ça se voit bien, elle est toute fine. Et ça, c'est une traversante, c'est-à-dire qu'elle est taillée, qu'elle traverse le mur. Ok, pour croiser, quoi. Ok, ouais. Tac. Ça marche. Du coup, ça, faut bien y prévoir, que ça tienne mieux, quoi. Pas mettre que des pierres comme ça, là. Pas que sur la première rangée de pierres, quoi. Faut que ça croise. Ouais. Pour solidariser le mur, que ce soit bien. L'avant et l'arrière du mur, que ça fasse pas deux couches et que ça se trouve. Ouais, ok, je comprends. Après, sur la taille de pierre, qu'est-ce qu'on peut dire de spécial? Qu'il faut être patient. Après, on peut acheter des jambages d'occasion et les retailler. Ouais. Après, il faut faire gaffe aux feuillures. Le tableau, là, on a 20 d'épée. Je peux regarder, c'est pareil. Ouais. Là, on a 20 d'épée. Quand tu achètes des jambages d'occasion, chez nous, c'est plus 17 ou 16. Ok. 18, c'est rare qu'on ait 20. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu achètes des jambages d'occasion, souvent, il n'y en a pas un. À part si tu arrives à acheter la même ouverture, il n'y en a pas un qui fait la même cote. Ok. Du coup, tu poses tes pierres et après, là, tu retailles, tu poses ton niveau. Oui. Et pareil, sur les vieilles bâtisses, les murs sont penchés. Ouais. Du coup, tu les poses pas de niveau à l'extérieur, tu suis le mur. Ouais. Et tu retailles ta feuillure. De niveau. Parce que en fait, là, la fenêtre, ensuite, quand on la pose, elle vient en appui contre la feuillure. Et la feuillure, elle te fait une marge pour pas te faire chier à la poser. D'accord. Et aussi pour isoler. Ok. Et pareil, faire les tableaux un peu évasés, c'est pas mal pour la lumière, c'est important. Oui. Surtout sur une petite fenêtre. Oui, c'est ça dont tu parles. Là, c'est pas d'équerre, là. Ouais, oui, ça vient dans la pièce, quoi. Ok. Et souvent, quand tu achètes des jambages de gaz, ils ont déjà un angle. Tu te fies à l'angle qu'ils ont. Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, il y a eu un gros boulot aussi sur ton le coffrage qui a permis de soutenir. On va monter vers le camion. Ouais. Donc parce que ça. Là, on a bâti. Du coup, on a fait le trou. Ouais. On a bâti nos jambages. On a coulé du béton là parce que c'est pas apparent. Et quand c'est pas apparent, c'est pas mal. Ça fait bien moins de boulot. Et ça coûte moins cher. Et ça solidifie, ça fait un cadre en béton armé tout le tour. Ça, c'était une nécessité aussi pour... c'est que la maison était bien fendue, là, ça ne voit plus trop. En fait, on avait un fendard ici. Ouais. Et un fendard là-bas. Et là-haut, je sais pas si tu vois. Donc ça a permis de reprendre la façade structurellement, quoi. Ça fait un bloc. Ouais. Donc le béton, là dans ce cadre-là, il a vraiment cette utilité. Là, on a bâti la pierre à la chaux, mais on a fait un cadre en béton pour avoir un truc un peu solide. Ouais, parce que les corps prennent la poutre du solivage. Ouais. Sinon, il aurait fallu faire un chevêtre en bois ou un truc comme ça. D'accord. Mais dès que c'est pas apparent, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. D'accord. Parce qu'après, il faut arriver à trouver des pierres traversantes qui font la largeur de ton mur aussi. Ouais. Donc c'est plus de travail, plus de recherche aussi, plus de temps. Donc l'utilisation du béton, dans certains cas, ça a une. Pareil, les seuils en béton, c'est mieux qu'à la chaux. Ouais. C'est plus résistant mécaniquement. Et même au à l'abrasion et au gel quand tu es en altitude. Si tu fais de la chaux, ça va arriver à s'effriter avec le temps. Ouais, ça marche. Du coup, tout ce qui est bâti, on le fait à la chaux. Ici, on l'a fait à la 3,5 ou à la 5 ici. C'était la 3,5 je crois, non? Peut-être. Ouais, mais dès que je suis au-dessus de 1000 mètres, on met de la 5. Parce qu'elle réagit différemment la chaux? C'est au-dessus de 1000 mètres, ils conseillent la 100. Ouais. Okay. Tradition. Parce qu'elle est plus dure. Ouais, okay. Plus dur. Ça marche. Ok. On peut peut-être aller voir ce coffrage. Là, on a monté nos 4 jambages. Ouais. On s'est arrêté là-haut et après on a coffré, on va aller voir là-bas. On va aller voir le coffrage, ouais. Hop. Donc en fait, moi j'ai trouvé que dans cette opération, ce qui était finalement le plus technique, c'était vraiment tout l'étayage, toute la logistique en fait autour du travail. Si tu achètes les jambages, parce que la taille de pierre c'est quand même un coup de main quand tu sais pas faire, c'est un peu compliqué. Si tu achètes les pierres, c'est pas... C'est plus facile. Ouais, okay. Le plus compliqué c'est de faire les trous. Ok, donc là, j'essaie peut-être de retrouver une vidéo qu'on avait fait en short là, mais donc ça, c'est le coffrage que tu as conçu. Donc là, c'est pareil, il y a du boulot aussi quand même, mine de rien. Alors. Voilà un peu la structure du coffrage.
Alors là, comment on pourrait faire? Je sais pas si vous voyez, là c'est pas d'équerre. Ouais. Ça c'est la feuillure, faut le calculer ça aussi. Du coup tu traces. Ça c'est le coffrage qui tenait la voûte en pierre. Ouais. Là j'ai mes 20 cm. Ouais. Du coup là on a posé les pierres dessus. Ça j'ai fait une épure et je l'ai. Donc tu as travaillé avec des cartons là pour épouser la forme de tes pierres. Vu que j'avais déjà ces 2 pierres, ouais. j'ai fait des cartons, j'ai présenté et j'ai recherché ma courbe avec un grand compas, une ficelle. Ok. Que la courbe elle tombe bien, elle a une logique quoi. Tu vois là tu as une courbe et là après tu as une courbe. C'est ouais. une lance de panier. Ok. Tu as 3 rayons de là et un super bas qui fait ça. Ouais. Du coup avec ta ficelle tu cherches. Si t'es trop long, ça va faire un truc droit, tu vas avoir une cassure. Ouais. Si t'es trop court, ça va faire une bosse. Ouais. Et à un moment, quand tu trouves le bon rayon, ça vient s'aligner là. Ok. Nickel. Et là, ça te fait une belle lance de poignée. Ok. Après, ça c'est la seule règle qui est un peu que y en a ils se trompent, c'est les pierres, t'as des joints comme ça. Ouais. Ils ont tendance à les faire trop en biais. Ok. Faut pas les faire de niveau. Faut que ton point, quand tu traces, il y a une règle, je saurais plus te l'expliquer exactement, mais tu as ton point d'en bas là, et ben faut que tes lignes elles viennent rejoindre ce point en bas. En bas, ouais. Ok. Faut pas qu'elles soient comme ça. Parce qu'après tu as cette pierre de côté qui arrive à glisser. Ah oui. C'est presque droit. Ok. C'est presque d'équerre à ta courbe en fait. Ok. C'est un peu ce que tu m'expliquais le dernier faire coup. Un angle vif comme ça là. Ouais, des fois ils font ça là. Mais ça tient pas. C'est pas bon. Faut être d'équerre à ton. Ouais. Tu fais une ligne droite là, sur ta courbe, et là tu te mets d'équerre. Ok. C'est un peu ce que tu m'expliquais là quand ils font les encadrements en briques. Le linteau, il vient, comment dire, s'échouer sur un pan chez mon frère, de briques. Ils ont mis les briques comme ça. Ouais. Là, tu as le jambage qui s'arrête droit. Ouais. Et ils sont pas allés faire une coupe qui viennent s'appuyer dessus. Du coup, il descend. Le machin, il a glissé. Ouais, ça c'est intéressant. Je sais pas si on aura l'occasion de montrer des photos, mais on verra. Et du coup, ça, c'est ta première courbe, celle des pierres. Après, j'ai pris ça et j'ai fait la deuxième, celle où il y a la feuillure. Du coup, j'ai 5 de plus. Ouais. Du coup, tu prends ça, tu te prends une épaisseur de 5, une cale, et tu traces ta deuxième courbe. Ok. Et après, la troisième, elle est comme la première, à part sur les bords où tu calcules ta feuillure. Là, mettons, on avait 8 de faux éclairages, enfin, c'est d'ouverture. Ouais. Du coup, là, tu rallonges de 8, et là, tu fais une courbe à l'œil. Hein. Ouais. Pas au compas, mais tu vois, tu vois, la deuxième plaque, elle finit comme ça. Là. Ok. Pas la troisième. Ok. Et après, tu fais des petits bouts de planche comme ça, tu te fais bien chier. Oui, tu as passé du temps quand même. Hein. Il y a bien une après-midi de conception du coffrage. Hein. Plus, je l'ai fait en 2 fois. En 2 fois, ok. Une journée, je pense. Ok. Et là, tu mets plein de petits bouts dans ta courbe parce que ça vrille. Le problème, c'est même pas que ça tourne, c'est que vu que cet angle est plus petit que l'autre, ça vrille. Et après, pour casser les bosses, tu mets du plâtre. D'accord. Si tu veux un truc vraiment propre, t'es pas obligé. Ouais. C'est à la fin quand tu décoffres. T'as une surface lisse. Tu vois là entre ces 2 planches, il y a un petit écart parce que t'as pas le choix. Du coup quand tu décoffres ça fait un arrondi à peu près propre et tu peux le gratter après sur le béton. Ok. Et au moins tu finis avec cette bouche chez fente aussi. Ouais, ok. D'accord. Ça faut le faire solide parce qu'à la sortie là il y a... Oui il y avait quand même... peut-être 30 par 2 mètres. Voilà. Et peut-être 500 kg de pierre, 600 kg de pierre et une tonne de béton. Ouais, c'est pour ça que déjà tu as utilisé des planches d'une certaine épaisseur et puis derrière, à l'intérieur, on a vu que tu l'avais cloisonné. Ça c'est important. Ça c'est planche pour pas que le coffrage il puisse vriller ou bien sûr. Là-dessous, on met 2 docas debout. Comme ça, serré entre les deux, contre le mur, de chaque côté. Là-dessus. On met des chevrons comme ça. Comme ça là. Et ça, normalement j'avais pris des images, Et là tu as le mur qui est coincé. Tu serres au serre-joint comme ça peut pas bouger. Tu règles de niveau et tu poses tes coffrages dessus. Voilà, Et après, du coup, une fois que tout est bien, encore une fois, sécurisé, maintenu, machin, tu poses ta voûte tu commences à poser ta voûte. Pierre, tu la laisses sécher parce que le béton ça arrive à pousser. Et une fois qu'elle est sèche, tu coules ton béton derrière. D'accord, ok.
Et pareil, les Doka, du coup, c'est ça, les poutres métalliques Doka que je disais. C'est bien, c'est mieux que les IPN en ferraille, puisque les IPN en ferraille se plient. Ouais. Et c'est moins lourd aussi à les manipuler sur le chantier. Parce que ça se prend vraiment, c'est tranquille, quoi. Et pour lever tes pierres, là, quand tu as des Doka qui traversent le mur comme ça, t'en as 2 du coup. Ouais. Tu mets moi j'aime bien un pied de biche qui traverse et tu mets ton palan ici au lieu de le fixer dessous. Ok. Tu gagnes de la hauteur, au moins ton palan est ici. Ouais, sinon, si tu le pends à une sangle dessous, oui, bah tu perds encore. Faut ouvrir encore plus haut. Ouais. Ça a été. Tu as même à caler dessus pour regagner un peu de la hauteur, que ton crochet il arrive vraiment à 0. Ouais. Là c'est pareil, c'était délicat aussi là de monter la voûte parce que c'était des pièces qui étaient lourdes. Parce qu'on avait... ronde aussi, quand tu poses dans le coffrage, tu te fais chier. Puis c'est des vieilles pierres, du coup, quand tu achètes de la pierre neuve, elles font juste l'épaisseur du tableau, elles font selon ta région 17, 18 ou 20. Ouais. Et là, c'est des pierres taillées qui ont une feuillure de 20, mais qui font ça de profond. Ouais. Le temps de prise de la voûte, là, avant de pouvoir se dire on commence à maçonner par-dessus, c'était combien de temps? Coffré, on peut y aller, quoi. Ouais, une fois que ça vient, on appuie sur le coffrage, c'est bon. Ok, d'accord. C'est juste qu'il faut se méfier que le béton qui vient derrière, qui pousse pas à l'avant. Ouais, ok, d'accord. Et puis voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah après, de toute façon. Ouais, du courage, du temps, du courage. Ouais. Puis on était bien là, d'être plusieurs aussi, puisqu'on pouvait se départager un peu le boulot, certains qui tournaient le béton. Beaucoup de boulot aussi. Le gravat aussi, effectivement. Ouais, c'était du taf. Et donc après, Théo, il a rebâti par-dessus la voûte, donc pour terminer de boucher le trou qui nous a permis de travailler. Pareil, quand tu rebâtis au-dessus de la voûte, quand tu as le temps, c'est bien de t'enlèves une poutre en bois, tu mets un caillou, t'enlèves une au fond. Tu enlèves un caillou, tu mets un caillou, et quand tu as le temps, tu laisses tirer. Et après, tu en renlèves deux, Ouais, en fait, c'est long parce qu'il faut attendre que ça ait séché pour que mécaniquement ce soit stable, ainsi de suite. Quand tu es en entreprise, tu en enlèves un sur deux et tu bouges pour aller plus vite. Ouais. Mais, quand tu as le temps, tu t'enlèves un Doka, c'est plus sécuritaire, quoi. Et de jour en jour, tu bouges ton trou. Ouais, ça marche. Ok. C'est des trucs que tu fais tous les jours, ça? C'est pas que ça. Vous en faites presque. Qu'est-ce que tu préfères d'ailleurs dans la taille? C'est quoi que tu préfères toi dans ce type de chantier là? C'est quoi le truc que tu préfères? C'est que c'est varié. C'est qu'un jour tu vas faire un coffrage, un jour tu vas tailler une pierre, un jour tu vas te faire chier à poser une grosse pierre. Ouais. C'est mieux que faire des joints toute la journée pendant un mois. Ça marche. Bon bah écoute, t'avais quelque chose à rajouter ou c'est tout bon? Faire attention quand même, c'est dangereux. Ouais, je pense pas que c'est un truc, tu te lèves le matin, tu te dis c'est bon, je fais une ouverture dans mon mur, quoi. Faut être prévenu, faut être encadré, faut être avec des gens qui savent faire. Faut être prudent et pas faire le bourrin. C'est un métier, quoi, quand même. Hein. Ouais, faut en avoir fait. Sur des petites fenêtres, ça craint rien. Ouais. Au-dessus de 2 mètres de large, faut vraiment faire gaffe. Ouais, ok. Et pareil, ceux qui veulent mettre des IPN, faut vraiment bien dimensionner. Ouais. Parce que genre, tu veux faire au-dessus de 3 mètres de large. C'est vraiment des gros IPN qu'il faut mettre parce que c'est hyper souple. Il faut faire des calculs de charge là, pour savoir quelle est l'épaisseur que tu mets et tout. Quoi. Moi je suis pas fan du métal, c'est trop souple. Okay. Tu mets un gros linteau en feuillu. Ouais. Ça... Même tu prends une poutre, un carré de 15-15 en chaîne, ça se plie moins qu'un IPN en métal qui ferait 25. Ah ouais, c'est marrant. C'est impressionnant. Hein. Tu fais un trou, tu mets un IPN de ZT, tu le billes à fond. Ouais. Tu t'arrêtes quand il commence à plier. Ouais. Tu prends ton palan, tu te mets dessus, ça le baisse et il tient plus. Putain. Que les poutres en bois, c'est pas souple. Ça c'est marrant, on se dirait pas parce que c'est tellement lourd ce truc, c'est tellement inerte que tu te dis que c'est solide. Et en fait c'est très souple, c'est assez souple quoi, plus souple que du bois finalement. Plus souple que du bois que. Ok. Ouais. Bon bah ok. Et après quoi dire d'autre T'as fait des vidéos sur la taille, t'avais fait une vidéo. 40 minutes sur la taille d'une pierre de jambage. C'était super chouette, hein. Super. Et l'avantage des voûtes, c'est que là on est parti sur la voûte, c'est que là, par exemple, on veut filmer cette ouverture là. Ouais. Là t'as un linteau droit, c'est très bien, mais c'est que trouver un linteau plus grand que ça, c'est presque impossible. Ouais. Déjà en trouver un comme ça, c'est pas facile. Ouais. Maintenant ils font bien avec 3 pierres. Mais parce qu'il y a du béton derrière et que ça tient. Ouais. Parce qu'avant ça se faisait pas, les trucs à 3 pierres à droit, ça se faisait pas. La voûte, ça a l'avantage, tu peux faire des grosses largeurs. Ouais. Et là ce qu'on peut expliquer vite fait là, c'est que du coup là il y a un arc de décharge. Ouais, c'est parce que ça sert pas à tenir le mur, ça sert à faire un cadre propre. Ça c'est pareil.
Ok. Parce que finalement, c'est plus ou moins. Enfin, c'est quelque part, c'est un peu fragile, quoi. C'est complètement fragile, ouais. Là, si tu mets du poids. Bah là, c'est du granit, ça va. Mais puis souvent, c'est des pierres un peu. C'est pas de la grosse carrière, quoi. Du coup, souvent, elles ont des petites veines, quoi. Ouais, elles pourraient casser. Il y a des régions où elles cassent beaucoup. Là c'est un bon granit, quand même. Elle est solide, elle. Donc, du coup, ce qu'ils faisaient, c'est pareil. Là, ils ont laissé le coffrage, mais ils faisaient un coffrage en bois et ils montaient en voûte avec plusieurs pierres qui ont été taillées. Du coup, pour que la force, le poids se dirige sur les extrémités. Que ça porte que sur les côtés et que ça sert juste à faire un cadre pratique, esthétique. Et à l'époque. Ça, c'est typique de nos régions, ça. Enfin, je sais pas. Les arcs de décharge ? Ouais. Non. Non. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que je faisais pas attention. C'est que t'es obligé. Ouais. Après, sur une voûte, des fois, ils en font une arc de décharge et des fois, ils en font pas. Mais t'as déjà la courbe. Ok. Ou des fois, ils font un rang en pierre posé sur la voûte, mais qui a cette forme, tu vois. Tac, 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 tac. Du coup, ça te fait une arc de décharge aussi. Tu sais, je suis en train de réfléchir à ce que tu sais. Et là, tu fais une petite rainure au papillon. Tu vois, tu laisses 2-3 milles de bois. Ouais. Et là, tu plies ta planche. Et au moins, t'as pas besoin de la caler au milieu. Tu la coinces sur les deux barres. Ouais. Ah oui, et tu sais que si tu la coupes complètement, elles vont tout le temps bouger. D'accord. Tu la coupes aux 3/4, tu laisses 2 milles de bois, tu la plies. Ouais. Et tu cales les deux barres. Et au moins, là, t'as pas besoin de laisser un bois qui vient appuyer sur ta pierre. D'accord. Et au moins, tu peux laisser ta planche. D'accord. Après, ça, c'est esthétique. Ok. Et donc, du coup, tu sais, j'étais en train de réfléchir. Donc, tu sais, moi, je viens près de Clermont-Ferrand. Et du coup, là-bas, ils utilisaient la pierre locale, donc c'est le basalte, en fait, la pierre de Volvic, la pierre noire. Ouais, noire. Et je sais plus, j'arrive pas à retrouver ces. Je sais pas s'ils faisaient. Peut-être après, là-bas, ils mettaient des sacrées pierres. Pareil, plus t'es large, plus il faut de la hauteur. Ouais, ok. Si t'as maintenant aussi des trucs de 25, c'est des francs limite. Après, on coule du baisson derrière, on s'en fout. Mais avant, des fois, t'avais des linteaux, ils faisaient 45. Ouais, donc du coup, là. C'est comme si t'avais une voûte. Admettons, il fait 45, lui. Tu dessines ça, si ta pierre vient jusque là, t'as la solidité d'une voûte. Si t'as 20, tu vois, ton arc, il est comme ça, quoi. Ouais. Donc, ça marche. Ok. Et à la base, là c'est un bon exemple, ils n'arrivaient pas tout le temps à faire ça. C'est une traversante en bas, une comme ça ici, et une traversante en haut. Ouais, c'est ce que tu expliquais. C'est le top. Là-bas on a mis 4 pierres, parce qu'on n'y arrivait pas à trouver des si grosses. Ou 2 pierres comme les fenêtres, mais ils aiment bien finir avec une traversante en haut, ou partir avec une traversante en bas. Toujours, encore une fois, pour solidariser le mur de part en part. Le mur s'ouvre en deux. Ouais. En haut c'est le top, parce que ça a tendance... Avant, ils faisaient des voûtes en pierre derrière, en fait. Au lieu de... Tu sais, tu coffres et tu bâtis de la pierre en voûte. Ouais. Ils faisaient pas de la pierre de taille à l'intérieur. Bah oui, oui. Du coup, ça pousse. Ok. Et du coup, tu as 2 pressions et ton mur, il a tendance à s'ouvrir en 2. Ok. Là, des fois, à côté des voûtes, ils mettaient des... Oui, des grosses pierres, là, qui comme permettaient des de... boutisses, ouais, vois, ok. Là, ils ont mis au-dessus, mais... Surtout sur les voûtes, là, ils viennent bloquer ce côté et ce côté, parce que la voûte, elle bouge comme ça, avec une boutisse. Ça se trouve, c'est une boutisse, je sais pas. Ok. Donc, boutisse, encore une fois, ça, c'est une pierre traversante. C'est une pierre qui cherche à solidariser les deux rangs de pierres qui constituent le mur. Et souvent, ils se font bâcher à la tailler, la laissent dépasser. Ils la ligne dedans et ils la laissent dépasser dehors. Ouais. Là, mais on en voit certaines qui dépassent. Et il n'y en a pas beaucoup sur cette maison. Là-bas, ça doit en être une aussi. Ouais. Oui, qui dépasse un petit peu. Ok. Et il y avait... Il paraît qu'il y a dans certaines régions une boute qui se posait 1 litre payé. Parce que le mur était plus solide. D'accord. Ok, ça marche. Je sais plus c'est qui. C'était pas Alain qui me disait qu'en fait les pierres qui dépassaient c'était fait pour poser la bouteille de rouge ou je sais plus. Là, c'est que le client, vu que tu étais tâchant, il devait te payer 1 litre parce que tu lui faisais un truc plus solide. D'accord, ok. Ah ouais, ok, d'accord, ça marche. Ok. Donc vous posez beaucoup de bêtises dans votre métier. Moi, ça marche plus. On en pose moins maintenant. Tu vois, là-bas, t'en as plein qui dépassent. Bon, ok. Et chez nous, enfin ici peut-être un peu moins. Mais chez nous, c'est des anses de panier, c'est-à-dire 3 rayons. Ou 5. Ouais. Et il y a des régions que ça fait que comme ça, une voûte avec un seul rayon. Ça, c'est super solide. La voûte là de la porte de Grange qu'on voit là-bas. Ouais. Ok. Je sais pas s'ils veulent filmer la maison des voisins. Ouais, non, on ira. C'est une voûte ronde, quoi. Ouais, très ronde, ok, d'accord. Voilà. Ça marche. Et après, en gothique, pour les églises, ils faisaient comment ils appellent ça, les arcs. J'ai oublié le nom.
c'est 2 voûtes pointues. Là, c'est le summum de la solidité. D'accord. Parce que plus t'es plat, plus ça force, quoi. Bien sûr. Tu prends une planche de contreplaqué, t'appuies dessus, si elle est comme ça, tu vas la plier. Oui, plus t'as de l'angle. Si elle est ronde, et si elle est pointue comme ça, c'est super solide. Ok. Et ils faisaient ça sur les cathédrales pour aller le plus haut possible. D'accord. Faire des voûtes plus hautes que larges. Et avec moins de pression. La cathédrale de Clermont-Ferrand, c'est bien un style gothique, il me semble. Clairement, je connais pas trop. Il me semble que c'est ça. C'est possible. Ouais, et donc, oui, je pense que c'est ça. Et là, tu n'as pas besoin d'arc de décharge ni rien. D'accord, ok. Du coup, voilà. Bon, super. En tout cas, si vous voulez le faire, faites gaffe, c'est dangereux. Ça marche. Merci beaucoup, Hugo. Merci de rien. Allez, ciao.